Au début du XXe siècle, les mathématiciens se sont heurtés à des paradoxes, c'est-à-dire des résultats qui se contredisent eux-mêmes. Par exemple, si je vous dis « cette phrase est fausse », eh bien, soit vous pouvez supposer qu'elle est vraie, et dans ce cas-là, elle affirme qu'elle est fausse, donc vous vous êtes trompé. Soit, vous supposez qu'elle est fausse, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle affirme à tort être fausse, donc ça veut dire qu'elle est vraie, et donc vous vous êtes à nouveau trompé. Vous ne pouvez pas décider si cette phrase est vraie ou fausse. Cette phrase n'est qu'un exemple de questions auxquelles ont été confrontés les mathématiciens lors de la crise des fondements. Il a fallu commencer à répondre à des questions comme « Qu'est-ce que ça veut dire être vrai ?» Ou alors, comme « Pourquoi est-ce que le résultat que j'ai devant moi, il est vrai ?» Eh bien, dans cette vidéo, on va devoir reprendre des résultats comme le théorème de Pythagore, par exemple, et se poser la question « Pourquoi est-ce qu'il est vrai? D'où est-ce que ça vient ?» Et on va voir que cette question va nous mener à la création des axiomes. Enfin, on va pouvoir donner un petit peu de sens à votre cours de maths et donner des conseils de choses à faire ou à ne pas faire pour devenir cet élève qui a facile en maths, vous en connaissez sûrement un, et on va donner un petit peu du sens du coup à ce qui est fait en cours et comprendre un petit peu mieux le fondement de ce qu'il y a derrière ce qui vous est présenté. Bonne vidéo! En science, on est sûr de rien. Prenons les lois de Newton par exemple. Eh bien Newton, quand il a expliqué ces trois fameuses lois de Newton, eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a émis une hypothèse, il a dit je pense que le monde pourrait fonctionner suivant ces lois-là. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ces hypothèses, parce que ça reste des hypothèses, on n'est pas sûr que c'est vrai. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder comment le monde fonctionne, puisque c'est ça qu'on essaie d'exprimer avec des lois, on essaie de comprendre le monde. Et donc, on va essayer de voir comment le monde fonctionne pour voir s'il respecte ces lois, et on va faire des expériences. Alors, d'accord, on va faire des expériences, mais on va faire quelle expérience? Parce que des expériences, je peux en faire, mais pas une infinité. Je peux pas tester tous les cas, dans toutes les configurations possibles, dans l'univers, dans tous les domaines de la physique. C'est juste pas possible. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de supposer que les lois ne fonctionnent pas. Et on va essayer, du coup, de contredire ces lois, d'observer quelque chose avec une expérience qui contredise ces lois-là. Et plus la loi résiste à ces expériences, plus elle continue à rester indémontée, plus on va penser qu'elle est vraie. Et par exemple, les lois de Newton, je les ai pas prises totalement au hasard, puisqu'au début on pensait qu'elles étaient vraies de manière universelle, jusqu'à ce qu'on trouve finalement des domaines où, elle est fausse. En mécanique quantique, en relativité générale, les lois de Newton sont fausses. Et du coup, on a compris un peu mieux dans quel cadre les lois de Newton sont vraies. Mais on n'est toujours pas sûr que dans tous les cas, dans toutes les expériences qu'on puisse imaginer, les lois de Newton sont vraies. On en est convaincu parce qu'on a échoué de montrer que c'est faux, mais on n'est toujours pas sûr que c'est vrai. Et c'est ça la plus grande différence par rapport aux mathématiques. Je vous donne un autre exemple. Prenons Aristote. Aristote, il a prouvé que la Terre ne tournait pas. Comment est-ce qu'il s'y est pris? Eh bien, il s'est dit, si vous regardez une pomme sur un arbre et qu'elle tombe, si la Terre tourne, eh bien, ma pomme qui est là, je m'attends à ce que comme la Terre tourne pendant la chute de la pomme, que la pomme ne tombe pas au pied de l'arbre et qu'elle tombe en suivant une trajectoire décalée, elle tombe vers le bas, tandis que la Terre tourne, donc elle tombe un peu sur le côté. Eh bien, Aristote, en faisant ça, il a fait deux erreurs. La première erreur est simplement que si la Terre tourne, eh bien, la Terre entraînerait la pomme avant qu'elle soit lâchée. Et donc, la pomme a déjà la même vitesse que la Terre, elle a la même vitesse de rotation. Et donc, vu que la pomme ne tourne ni plus vite ni moins vite que la Terre, eh bien, elle devrait tomber ni plus vite ni moins vite que la Terre dans sa rotation. Et donc, là où les deux tombent, elle devrait tomber à la même vitesse, donc tout droit. La deuxième erreur que commet Aristote, c'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Un biais de confirmation, c'est quand vous pensez que quelque chose est juste et que vous allez généralement trouver des raisons pour justifier ce que vous avez en tête. Et on commet des erreurs là-dedans, c'est ce qui lui est arrivé, c'est un biais de fonctionnement de cerveau. Je vous envoie une vidéo de Science Étonnante qui a fait une excellente vidéo sur les biais de confirmation. Eh bien voilà, du coup le problème c'est qu'il a voulu prouver que c'était vrai. Et en fait, Aristote, s'il voulait vraiment s'y prendre correctement, il aurait plutôt dû supposer, dire, ok, j'aimerais prouver que la Terre ne tourne pas. Donc, je vais supposer que la Terre tourne. Et je vais essayer de faire une expérience qui montre que c'est pas possible qu'elle tourne. Par exemple, il aurait pu s'intéresser aux marées.
Il aurait pu s'intéresser à la trajectoire qu'on observe dans le ciel de certains astres, en fait les planètes, qui font des espèces d'allers-retours dans le ciel quand on les observe. Il aurait pu s'intéresser à toutes ces choses qui auraient, à force de gratter suffisamment loin, qui auraient pu lui faire découvrir que, eh bien non, en fait, son hypothèse, qui était que la Terre ne tourne pas, est fausse, et donc forcément, il est obligé d'accepter qu'elle tourne. En gros, dans la vie de tous les jours, quand vous pensez quelque chose, n'essayez pas de montrer que c'est vrai, essayez de montrer que c'est faux, et si vous n'y arrivez pas, peut-être une chance que ce que vous pensiez soit vrai. Et ça, ce principe-là, c'est ce qu'on appelle la démarche scientifique. La démarche scientifique, c'est faire des hypothèses, essayer de montrer autant qu'on peut qu'elles sont fausses, et tant que j'y arrive pas à montrer qu'elles sont fausses, je vais continuer à supposer qu'elles sont vraies, mais j'en sais rien si elles sont vraies. Et si j'arrive à montrer avec suffisamment de certitude qu'elles sont fausses, dans ce cas-là, je peux la rejeter. Ça, c'est la démarche scientifique. Et il faut dire que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Hein. Je veux dire, vous avez un téléphone, vous avez un ordinateur, hein, les fusées défient la gravité, les avions volent, ça marche très bien la démarche scientifique. Mais, dans le cas de mathématiques, ça a amené à des contradictions et ça ne fonctionne pas. Donc, on a dû faire quelque chose de différent. À la base, les mathématiques et les sciences fonctionnaient un petit peu de manière similaire. Il n'y a pas une raison pour laquelle les deux étaient fondamentalement différentes. Par contre, avec le temps, et ces contradictions, ces paradoxes qu'on a évoqués au début, les mathématiques ont commencé à se dissocier des sciences. Et donc, il y a des gens comme Russell, Hilbert, Cantor, Zermelo, Frankel et même Bourbaki plus tard, qui ont essayé de remettre un petit peu d'ordre dans tout ce boxon. Parce que voilà, on avait plein de résultats, dont certains qui étaient intuitifs, on se dit ah ouais, mais ça c'est évident que c'est vrai. Et du coup, il y a eu des problèmes qui sont arrivés, cette contradiction. Et donc ils ont commencé à remettre un petit peu d'ordre, à se demander bon, ok, mais pourquoi c'est vrai, d'où ça vient? Et donc on a commencé à classifier les choses en 3 parties. Ceci est vrai, ceci est faux, et ça c'est une conjecture, on ne sait pas encore. Et pour savoir que c'est vrai, eh bien on va devoir creuser la question, qu'est-ce que ça veut dire être vrai? Comment est-ce qu'on prouve que quelque chose est vrai? Bien, alors comment est-ce qu'ils s'y sont pris? Eh bien, prenons donc le théorème de Pythagore. Vous l'avez vu, vous avez vu une preuve du théorème de Pythagore, très bien. On va l'appeler proposition A. Proposition A, théorème de Pythagore. Pourquoi est-ce que le théorème de Pythagore, il est vrai? Eh bien, je l'ai dit, on l'a prouvé. Donc, c'est vrai. Ok, mais c'est quoi une preuve? Une preuve, c'est un raisonnement logique. C'est déduire à partir de quelque chose d'autre, une autre proposition, on va dire proposition B, on a déduit de manière logique que, du coup, A, il est vrai aussi. Alors, il y a 2 parties là-dedans. Il y a d'abord la partie raisonnement logique. Qu'est-ce que c'est un raisonnement logique? Qu'est-ce que c'est une preuve? Et ça, c'est quelque chose de très compliqué, mais c'est pas ce dont je veux parler aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un domaine de la logique et même de la philosophie, et on en parlera peut-être plus tard. C'est pas encore prévu. Donc, peut-être dans la backlog list, on verra. Par contre, la proposition B, d'accord, mais je déduis donc que A est vrai parce que B était vrai. Forcément, je dois me poser la question, alors B, il est vrai pourquoi? Parce qu'on l'a prouvé. Oui, approuvé. On l'a prouvé comment? Une raisonnement logique, ça, on va dire ok. On l'a prouvé à partir d'une proposition C. Mais pourquoi elle est vraie, C? Parce qu'on l'a prouvé à partir de D. Comment ça va un problème, là? Vous voyez un petit peu ce jeu-là, les enfants, ils aiment bien jouer à ce jeu-là. Moi aussi, j'étais spécialiste là-dedans. Demandez pourquoi. Il faut jouer à ça. C'est exactement ça qu'on est occupé à faire. Vous voyez, par exemple, l'adulte qui dit « Les saisons changent en raison de l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil. » Pourquoi elles changent? Eh bien, parce que l'axe de rotation de la Terre n'est pas parfaitement droit. Il est légèrement incliné. Ce qui signifie que pendant certaines périodes de l'année, certaines parties de la Terre sont plus proches du Soleil et reçoivent plus de lumière et plus de chaleur, tandis que d'autres sont plus éloignées. Pourquoi ça crée les saisons alors? Eh bien, l'inclinaison de la Terre provoque des variations dans la quantité de lumière solaire reçue à différentes latitudes. Ça crée des différences de température et de climat, et c'est pour ça que nous avons des saisons comme le printemps, l'été, l'hiver, l'automne. Vous voyez vite par ce petit exemple que ce jeu des pourquoi devient assez rapidement très compliqué. Il va falloir rapidement rentrer dans des détails complexes, pour autant qu'on les connaisse, hein. Et encore, supposons qu'on connaisse tout, à un moment, ça va être... Pourquoi est-ce que la pomme tombe? Parce qu'il y a de la gravité. Pourquoi il y a de la gravité? C'est comme ça. On ne sait pas répondre. On ne sait pas dire pourquoi il y a de la gravité. Regarde autour de toi.
Mais sauf que c'est compliqué de regarder la gravité, donc bah regarde comme mon idée marche quand tu regardes autour de toi, hein. Tu n'arrives pas à la contredire. Ça, c'est le raisonnement scientifique. Sauf qu'en maths, il n'y a pas. La vérité, c'est pas le monde qu'on observe en maths. La vérité, c'est ce qu'on déduit. Les mathématiques, c'est quelque chose de pensé, c'est quelque chose créé par l'esprit humain. On n'est pas occupé à dire comment le monde fonctionne. Si vous avez des vérités mathématiques qui ne concernent pas la planète Terre et la physique sur la planète Terre, etc., rien à faire. C'est pas un problème en fait en maths. On n'a jamais prétendu expliquer le monde avec des mathématiques. Ça, c'est les physiciens, les biologistes, les chimistes. En maths, non. En maths, on fait ce qu'on veut. Si ça n'a pas de sens, si ça n'a pas d'application, bah life is life, tant pis, c'est pas très grave. Au pire, c'est du temps perdu, mais ça ne fait pas, c'est pas pour autant que ce qu'on dit est faux. La notion de vérité n'est pas liée au monde qu'on observe. Elle est liée au fait que ce soit une déduction correcte d'un truc qui lui-même était vrai. C'est tout. Alors revenons un petit peu à nos chaînes là. Revenons à Pythagore, proposition A qui était vraie parce que B était vrai, parce que C était vrai, parce que D était vrai, parce que... Bah alors comment ça se finit tout ça? D'abord, est-ce que ça se finit? Est-ce qu'il y a un point de départ? Genre voilà, ça c'est vrai, c'est bon. Et puis après, la suite on en déduit. Mais le point de départ, c'est pas le monde. On a dit, on n'observe pas le monde lui-même. Les mathématiques n'ont pas pour but d'observer le monde. Bah alors il n'y a pas de point de départ? Ou alors quoi, la chaîne est peut-être infinie? Ça veut dire que A est vrai, parce que B est vrai, parce que C est vrai, parce que D est vrai, parce que E est vrai, à un moment j'aurai plus de lettres, mais ça continue comme ça, encore, et encore, et encore, et encore. Mais j'ai un problème avec ça. Bah c'est que je peux pas faire une infinité de preuves. Je peux pas tout prouver, puisqu'il y en a une infinité. Bah donc ça veut dire que, bah s'il me manque une seule preuve dans toute cette chaîne, bah il y a tout qui tombe à l'eau. Parce que A était vrai, parce que B était vrai, mais si B on sait pas s'il est vrai, parce qu'on n'a pas pu le prouver. Bah alors A, pourquoi il est vrai? Oui, il y a une autre possibilité, hein. C'est que la chaîne elle boucle. A est vrai, parce que B est vrai, parce que C est vrai, parce que A est vrai, parce que B est vrai, parce que C est vrai, parce que A est vrai, parce que B est... Ouais, forcément, ça peut pas marcher non plus. Mais du coup, la chaîne, il se passe quoi au bout de la chaîne? Et ça, ce raisonnement-là, il a mené au scepticisme. Le scepticisme, c'est, bah, si on ne sait pas prouver que tout ça est vrai, bah, on peut pas supposer que quelque chose est vrai. Et donc, tout ce qu'on fait n'est pas vrai. Et donc, on a un problème. En mathématiques, il va falloir donner une réponse claire à cette question-là. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait? Trois possibilités, la chaîne est infinie, la chaîne boucle, ou alors il y a un début. Eh bien, vous avez peut-être senti quand je l'ai expliqué, le début, bah, c'est pas le monde, voilà, on peut pas dire que c'est vrai parce qu'on observe que c'est vrai et point, non? L'observation n'a pas sa place en maths, ça c'est de la science, science appliquée au monde. On dit aussi science mathématique, hein, c'est pas ça, mais science appliquée au monde. Et donc, on va prendre un début. Il faut une proposition qui soit là et que le reste soit déduit de cette proposition-là. Et cette proposition-là, ce début, on va appeler ça un axiome. Alors, qu'on soit bien d'accord, on ne prétend à aucun moment que les axiomes sont vrais. D'ailleurs, ça n'aurait pas de sens, vu tout ce qu'on a discuté là. Un axiome n'est pas vrai. Un axiome, il faut plutôt voir en disant, si les axiomes sont vérifiés dans un cadre, peut-être dans le monde, alors tout ce qui a été déduit des axiomes est vrai aussi. Ok? Donc on ne dit pas que les axiomes sont vrais, on dit que si ils étaient vrais dans un cadre, alors tout le reste aussi. Et les axiomes, évidemment, il faut que ce soit quelque chose qui ne puisse plus être expliqué, il faut plus qu'il y ait de pourquoi possible, il faut que ce pourquoi s'arrête. Et donc, il faut que les axiomes soient les plus élémentaires possibles, et en même temps, que les axiomes ne se répètent pas, qu'on puisse pas déduire un axiome d'un autre axiome. On n'est pas obligé d'avoir un seul axiome, on peut en avoir plusieurs. Hein. Mais aucun des axiomes ne peut être déduit des autres. Et encore plus important, aucun axiome ne doit être en contradiction avec les autres. Ok? Alors bon, d'accord, voilà, c'est très abstrait tout ça. Hein. On parle de vérité, il y a des axiomes qui sont le point de départ. Ben alors, prenons un exemple concret, on va regarder ce que c'est un ensemble d'axiomes. On va par exemple regarder l'axiomatique de Peano. L'axiomatique de Peano, ce sont les axiomes qui sont derrière le comptage, les opérations sur les nombres, vraiment la partie la plus élémentaire des mathématiques avec laquelle on commence à apprendre les mathématiques. Je vais vous montrer ce que c'est les axiomes de Peano. Premier axiome de Peano, 0 est un nombre naturel. Vous voyez qu'on peut pas se demander pourquoi c'est un nombre naturel. Enfin, voilà, on dit qu'un naturel, 0 en est un. On ne sait pas encore ce que sont les naturels, mais en tout cas, 0, c'est un naturel. Deuxième axiome. Tout naturel a un successeur. Donc on sait toujours pas ce que c'est la naturel, mais on sait que tout ce qui s'appellera naturel a un successeur, c'est-à-dire un suivant. Troisième axiome de Peano.
0 n'est le successeur d'aucun naturel. Donc 0 étant un naturel, il a un successeur, hein, ça c'est axiome 1 et axiome 2. Par contre, on sait que jamais le résultat du successeur d'un nombre n'est pas 0. Un peu un début déjà, puisque 0 a un successeur qui est un naturel, qui a un successeur qui est un naturel, qui a un successeur qui est naturel. Ça, ce sont les combinaisons des axiomes 1 et 2. Et le troisième dit que 0 n'est pas le successeur d'un nombre. Donc forcément, c'est un point de départ. Quatrième axiome, deux naturels différents ont des successeurs différents. Donc interdit de boucler, on peut pas faire le successeur du successeur du successeur du successeur qui revient à un naturel qu'on avait déjà croisé. Hein. Dès qu'on prend deux naturels différents, les successeurs sont différents eux aussi. Et enfin, le dernier axiome dit que si vous prenez un ensemble et que vous mettez 0 dedans, et que maintenant vous prenez tous les successeurs de tous les éléments possibles, donc c'est-à-dire vous prenez 0, 0 c'est un naturel, donc il a un successeur, axiome 1 puis axiome 2, ce successeur c'est un naturel, vous le mettez dans cet ensemble, c'est un naturel, donc il a un successeur, axiome 2, vous remettez le 3 dedans, et tous ces successeurs, c'est à chaque fois un nouveau nombre, ça c'est l'axiome 4, et vous continuez comme ça à mettre successeur après successeur dans cet ensemble. Le cinquième axiome dit que cet ensemble que vous obtenez, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des nombres naturels, et on le note n. Eh bien ça, ce sont les axiomes de Peano. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces 5 axiomes-là, déjà, aucun des 5 ne se répète. Si vous prenez 4 des 5, vous ne pouvez pas déduire le cinquième. Ensuite, sur ces 5 axiomes-là, aucun ne contredit les 4 autres. Vous pouvez pas prendre les 4 autres et ni arriver à l'axiome, au cinquième axiome, ni arriver au contraire. Et enfin, mais à tout le reste, tout ce que vous connaissez, l'addition, la multiplication, tout ça, la distributivité, l'associativité, commutativité de l'addition naturelle, tout ça, les nombres entiers, les rationnels, les réels, tout ça sont des conséquences des 5 axiomes qu'on vient de dire. C'est le point de départ. Je vous donne un exemple. Mais on pourrait dire par exemple que additionner 1, hein, on va définir l'addition. Additionner 1, eh bien ce serait juste prendre le successeur. Donc 2, c'est ce qu'on appelle le successeur de 1. Et donc 2 est défini comme 1 plus 1. Ok? Le successeur de 2, c'est 3. Ça c'est juste un nom qu'on lui donne, c'est pas important. Le successeur de 2, c'est 2 plus 1. 2 plus 1, l'addition de 2 plus 1 est définie comme étant prendre le successeur de 2. Et puis on peut arriver à des propriétés un petit peu plus élaborées. Par exemple dire que si n et p sont deux nombres naturels, alors n plus le successeur de p, ça donne le successeur de n plus p. Ok, ça forcément ça doit se prouver. Hein, bon, on va pas le faire maintenant parce que c'est compliqué, mais enfin faisable, mais compliqué. Et du coup, par exemple, si on admet cette propriété-là, eh bien, on peut prouver que 3 plus 2, ça, 2 c'est le successeur de 1, hein, donc c'est 3 plus le successeur de 1, ça ferait donc le successeur de 3 plus 1, mais 3 plus 1, ça, la définition, c'est littéralement le successeur de 3, et donc on a le successeur du successeur de 3, et donc c'est ce qu'on a appelé 5. Et donc on a prouvé que 3 plus 2 égale à 5. Et puis c'est parti, on peut définir la multiplication, les propriétés, distributivité, etc., etc., etc. Voilà, ça c'est un exemple d'axiomatique, hein, c'est pour ici l'arithmétique de Peano, il y en a d'autres, mais bon, ça devient assez compliqué de jouer avec les axiomes. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à aucun moment mon but est d'expliquer comment est-ce qu'on additionne un bic plus un bic. Ce n'est pas ça le but de l'axiome. Et l'axiomatique, là, elle est utile. Si il se trouve que cette axiomatique est vérifiée dans le monde réel, eh bien tant mieux, je peux appliquer tout ça au monde réel. Et donc forcément, on s'intéresse particulièrement aux axiomatiques qui sont utiles dans le monde réel, puisque ça permet aux physiciens de faire des trucs en physique et de comprendre le monde. Et ça, c'est trop bien. Et surtout, comme ça, on a des finances pour ce qu'on fait en maths. Mais parce que si on fait des trucs qui servent à rien, personne nous paye pour chercher. Bon, bref, ça, c'est une autre question. Mais sur le plan mathématique, sur le plan de la vérité mathématique, la notion d'utilité, la notion de trouver une application n'a pas sa place dans le fait que ce soit vrai ou pas. Je peux faire une notion d'axiomatique qui n'ait aucune utilité, mais qui soit pour autant correcte, mathématiquement parlant. Au pire, ça sert à rien, et tant pis, voilà, fin d'histoire. Ou au pire, carrément, je fais une contradiction, auquel cas toute mon axiomatique est à jeter à la poubelle. Et au mieux, ça a des vraies applications. Je vais vous donner un petit exemple. Alors l'exemple, on me l'a raconté comme étant une histoire, j'ai essayé de chercher des sources et j'en ai pas trouvé, donc je vais plutôt vous le présenter comme étant une légende.
Mais c'est une légende quand même qui a une très très bonne idée qu'il faut garder. Et puis, bon, j'espère que ce serait vrai, ce serait quand même vachement drôle. Enfin, bon, voyons ça. L'histoire, c'est quoi? C'est qu'il y aurait un mathématicien qui aurait travaillé sur une nouvelle axiomatique. En géométrie, il s'est dit, voilà, moi je vais dire que deux droites sont parallèles uniquement si elles ont deux points d'intersection. Deux. Pas un, pas zéro, pas trois, deux points d'intersection. Bon, d'accord. Et comme on a dit avant, il ne prétend pas que c'est utile, il ne prétend pas que c'est comme ça dans le monde réel, il prétend juste que voilà, ça c'est son axiome, et puis il commence à faire de la géométrie, il commence à prouver des résultats qu'il déduit de ça, et il passe ainsi toute sa vie à passer sur cette axiomatique bizarre. Et voilà, bon bah, super, il arrive à faire toute une géométrie, il décède, la communauté se marre bien parce que ça ne sert à rien, mais voilà, fin de l'histoire. On range ses travaux dans un tiroir, et suivant. Et puis, la légende veut que, si c'est vrai, eh bien, un jour, on découvre le magnétisme. Et en magnétisme, on a deux pôles. Et ces deux pôles, eh bien, elles émettent des lignes de champ. Et les lignes de champ, ben, quand elles se coupent en deux points. Exactement deux points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes prêt à appeler ça parallèle, bon, je sais que c'est pas vraiment ce qu'on a comme idée de parallèle en tête, mais c'est qu'un mot, c'est qu'un nom, hein, qu'on les appelle parallèle ou Jean-Jacques, ça change rien. Si on est prêt à appeler ces lignes de champ parallèles, eh bien, elles ont bien deux points d'intersection, ni plus ni moins. Et toute la géométrie que ce monsieur aurait prouvé, eh bien, s'appliquerait ici à ces lignes de champ. Et grâce à ça, la légende veut que, ben, du coup, le magnétisme, on a pu gagner beaucoup de temps et d'avancer sur le sujet, et que grâce à ça, vous auriez eu maintenant déjà des téléphones dans votre poche. Ça, c'est ce que veut la légende. Je pense que c'est qu'une légende, mais l'idée est quand même là. Le monsieur aurait travaillé sur une géométrie qui n'aurait pas de sens, mais c'est pas très grave en fait que ça n'ait pas de sens. Et tant pis. Et il suffirait de un jour trouver un domaine où la géométrie s'applique, où les axiomes sont vérifiés, et paf, tout prend une utilité, tout est efficace. Et on peut appliquer toute sa théorie qui, en fait, était déjà vraie de base, était vraie sous la condition que les axiomes étaient vérifiés. Au final, les axiomes, il faut vraiment voir ça comme étant les fondations des mathématiques, d'où le nom de crise des fondements d'ailleurs. Il faut imaginer ça comme une maison, ce sont les fondations, et ensuite, chaque résultat que vous allez déduire des axiomes, vous allez faire une preuve à ce moment-là, vont être une petite brique que vous allez construire, que vous allez poser sur les fondations. Et donc, si les fondations sont vérifiées, eh bien, dans ce cas, tout votre édifice est applicable. Si vos fondations ne fonctionnent pas, hein, eh bien votre édifice s'effondre dans le sens où il n'est pas applicable dans ce cas-ci. Même si votre édifice existe. Hein. Voilà. Bon voilà, cette chaîne évidemment elle est orientée pour les élèves et les profs de maths, donc vraiment au niveau de l'enseignement des mathématiques. Et donc on va voir un petit peu l'impact que tout ça a sur l'enseignement des mathématiques. La première chose, c'est qu'on s'est rendu compte dans cette vidéo à quel point la notion de vérité est la notion centrale dans les mathématiques, et donc forcément dans l'enseignement des mathématiques aussi. Ça veut dire quoi que c'est la notion centrale? Eh bien, ça en fait des mathématiques une matière essentiellement déductive. Ça veut dire qu'on va faire de la théorie, on va réfléchir, on va prouver les résultats, qu'on va appliquer sur les exemples. Donc ça veut dire qu'il faut bien, quand vous écrivez un exemple, pouvoir identifier quel résultat théorique vous permet d'affirmer ce que vous affirmez. On ne peut pas essayer quelque chose, voir si ça marche. Ça n'a aucun sens en mathématiques. On ne peut pas non plus faire de raisonnement inductif, qui est de dire, j'ai vu que ça marchait dans ce cas-là, ça marche aussi dans ce cas-là qui a l'air à peu près similaire, ce troisième cas similaire, ça va sans doute bien marcher aussi. Là, vous êtes sur un raisonnement inductif et vous êtes à l'encontre même de la notion de mathématiques, de la notion de vérité en mathématiques. Vous devez pouvoir justifier chacune des choses que vous faites, chacun des calculs que vous faites avec un résultat. Il faut imaginer que vous avez sur votre épaule quelqu'un qui va vous demander, ce fameux, l'enfant tout à l'heure dont on a parlé, ce pourquoi à chacune des affirmations que vous faites. Vous devez avoir la réponse et la réponse doit être un élément théorique qu'on a déjà justifié dans le passé. De la même manière, on peut dire que au cours de mathématiques, vous êtes autant garant de la vérité que votre professeur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? D'abord, si regardons un autre cours, par exemple les sciences. En sciences, si votre prof vous dit que voilà, la Terre est inclinée, elle tourne autour d'un axe de rotation qui est incliné, eh bien, si vous vous demandez,
monsieur, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que c'est le cas? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? La bonne réponse est de faire des expériences jusqu'à se convaincre que, bah oui, on n'a pas réussi à montrer que c'est faux, donc ça doit bien être vrai. C'est ça la démarche scientifique. Mais vous pouvez pas demander à votre prof de sciences de vous sortir plein d'expériences pour vous convaincre. Vous pouvez lui demander de vous convaincre, mais pas de vous le prouver, pas de vous le justifier. Donc en science, bah vous êtes bien obligé de le croire. Alors bien sûr, vous pouvez prendre d'autres sources, recouper l'information, mais de nouveau, à aucun moment vous n'aurez une preuve. Vous serez juste convaincu que. En mathématiques, par contre, être convaincu que, c'est la pire idée du monde. Pourquoi pire idée du monde? Parce que ça veut dire que vous allez remplacer le raisonnement et la preuve par le fait de penser que c'est vrai. Mais penser que c'est vrai, en mathématiques, ça n'a pas sa place. On ne peut pas penser que quelque chose est vrai. Soit on prouve que c'est vrai, soit c'est faux. Soit, on ne sait pas encore, on appelle ça une conjecture, en mode, peut-être prouver que c'est vrai plus tard. Mais c'est vrai ou c'est faux. Donc penser que c'est vrai, ça n'a pas sa place. Si votre prof vous dit, tiens, la somme des angles intérieurs d'un triangle fait 180 degrés, vous pouvez à tout moment lui demander, monsieur, madame, pourquoi est-ce que vous affirmez ça? En maths, on doit pouvoir justifier. Bien sûr, permettez à votre professeur de dire de temps en temps, alors là j'ai une preuve, mais elle prend 40 pages ou d'un niveau bien avancé en maths par rapport à ce que tu connais déjà, donc ce n'est pas faisable. Ou alors, permettez à votre prof simplement de dire, bah je réfléchis pour plus tard, hein, c'est pas un problème. Mais il faut avoir réponse à ces questions-là. Rien en mathématiques n'est là parce que c'est comme ça. X exposant 0 ne fait pas 1 parce que c'est comme ça. Il y a des raisons. Alors là, on va devoir jouer sur ce que c'est une proposition, ce que c'est une définition, et on va en parler dans la prochaine vidéo pour clarifier un petit peu qu'est-ce que sont ces choses qu'on manipule en mathématiques. Et évidemment, c'est lié à cette notion de vérité. Donc, en résumé, vous ne pouvez pas supposer que quelque chose est vrai parce que vous en êtes convaincu, ça n'a pas sa place, et vous devez tout le temps demander et exiger de votre prof qu'il justifie pourquoi ce qu'il affirme est vrai, de sorte qu'une fois que vous avez la preuve, une fois que vous êtes détenteur de la preuve, vous êtes garant de la vérité. C'est vrai parce que vous pouvez maintenant prouver que c'est vrai, et non pas parce que vous êtes convaincu que c'est vrai ou parce qu'on vous a dit que c'est vrai. Un argument d'autorité n'a pas sa place en mathématiques et doit absolument être banni. Même s'il y a des cas, comme on l'a dit, en disant, bah voilà, je ne peux pas encore te le prouver parce que tu n'as pas encore assez fait de mathématiques, il y a trop de choses à faire pour pouvoir le prouver. Parfois, il faut accepter ça, ou simplement qu'on ne va pas faire la preuve parce que c'est trop long, trop compliqué, parce qu'il y a un temps, parce qu'il y a un programme, qu'on ne va pas faire la preuve, mais que la preuve existe, on peut toujours donner une référence sur une preuve, ça, il n'y a pas de problème. Enfin, cette vidéo, elle clarifie aussi l'utilité des preuves dans le cours. Parfois, quand je fais une preuve dans mon cours de maths, eh bien, j'ai un élève qui me dit, monsieur, faudra faire ça à chaque exercice. Et c'est quelque chose d'assez courant. Et c'est important du coup de réaliser que cet élève n'a pas compris ce que c'est la notion de preuve. L'intérêt de la preuve, c'est ce raisonnement logique. Et on avait dit Pythagore, la proposition A était vraie parce que la proposition B était vraie, et ce parce que c'est la preuve. Le but d'une preuve, c'est qu'elle existe. Une preuve suffit à savoir que cette nouvelle proposition est vraie. Et donc évidemment le but de la preuve c'est pas de le faire à chaque fois, c'est qu'elle existe, donc il y en a une seule, on l'a fait, c'est bon, on sait que c'est vrai, on peut continuer. Souvent en plus dans les preuves il y a des bonnes réflexions, des bonnes manières de réfléchir qui amènent à mieux maîtriser les mathématiques, mieux maîtriser d'autres outils dont on aura besoin pour faire d'autres problèmes plus tard, donc c'est aussi intéressant. Et puis c'est un peu le cas parfait dans lequel on peut avoir un raisonnement épuré où il n'y a pas d'influence externe, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de oui mais on suppose que c'est ça, il n'y a pas d'observation du monde. C'est un peu le terrain de jeu magnifique sur lequel on peut s'entraîner à penser. Je vous renvoie vers la vidéo de Descartes, puisque c'est pour ça qu'il faisait des mathématiques. Eh bien, c'est le cas parfait pour s'entraîner à penser. C'est pour ça qu'on fait notamment des mathématiques dans les écoles, dans les classes. C'est le but numéro 1. Et puis les preuves, c'est aussi une magnifique occasion de travailler son esprit critique. Quand vous voyez une preuve qui est faite en face de vous, vous devez vous assurer que chaque étape de la preuve, chaque donc, chaque alors, chaque raisonnement est bien une déduction logique valide, qu'il n'y a pas un donc qui prétend déduire mais en fait pas vraiment. Il faut bien vérifier que chaque chose est bien une déduction et identifier de quoi et comment. Il faut bien vérifier que on n'a pas supposé de choses qui n'étaient pas dans la proposition. Si la proposition vous dit si le triangle est rectangle, vous ne pouvez pas supposer autre chose. Vous ne pouvez pas supposer que tel angle fait telle amplitude, vous ne pouvez pas supposer qu'il y a un quadrilatère et que c'est un carré. Tout ça doit être justifié à partir de ce qui était dans la proposition. Et enfin, bien sûr, vous devez vérifier que la thèse
du résultat, ce qu'on voulait prouver a bien effectivement été prouvé. Et là, vous êtes vraiment garant de la vérité. Et si quelqu'un d'autre, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans un autre pays, vous dit « Tiens, est-ce que ce théorème est vrai ?» Vous pouvez lui répondre « Oui, et je vais te le prouver parce que vous êtes devenu garant de la vérité et pas simplement un acteur passif qui dit « D'accord, je vous crois. » Vous êtes maintenant certain de ce que vous faites. Je vous invite donc plus que jamais à vous poser des questions d'abord, vous demander pourquoi est-ce qu'on vous affirme ça, d'où est-ce que ça vient, et n'hésitez pas à poser ces questions auprès de votre professeur, il est là pour ça. C'était Edré, et n'oublie pas, pour un esprit éclairé, comprends tes maths, mais surtout, vis tes maths. Salut!